Memphis, Tennessee, été 1987. Un petit diner sur Beale Street, au cœur du quartier historique qu'on essaie de rénover. L'air sent le café brûlé, le tabac froid et la friture. Au fond, un vieux jukebox, rescapé des années 50, rempli de 45 tours, qu'on n'a jamais pris la peine de changer. Un jeune guitariste entre. Étui de guitare sur l'épaule, casquette vissée sur la tête. Il revient d'une audition ratée. Ses doigts lui font encore mal d'avoir trop joué. Distraitement, il glisse une pièce dans la jukebox. Il cherche quelque chose qui le remonte, quelque chose qui lui redonne la foi. Ses doigts s'arrêtent sur un titre qu'il ne connaît pas. Rock Me. La musique démarre. Une guitare électrique gronde, saturée d'énergie. Une voix éclate, puissante, ardente. C'est du gospel, mais pas celui des églises. C'est vivant, syncopé, sensuel. C'est quelque chose qui semble incroyablement moderne, mais enregistré près de 50 ans plus tôt. Le jeune homme se fige, la tasse suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Il écoute, bouche entrouverte, les yeux fixés sur la jukebox. « Qui c'est ça ?» demande-t-il au vieux serveur. L'homme, la soixantaine bien tassée, lève les yeux de son journal. « Tu connais pas la reine de la guitare, fiston ? Elle faisait ça avant Chuck Berry, avant Elvis, avant tous ces gars-là. » Le guitariste hoche la tête, ferme les yeux, se laisse porter par le son. Il vient de comprendre quelque chose d'essentiel. Le rock'n'roll, qu'on enseigne dans les livres d'histoire, celui qu'on attribue à des hommes blancs, quelqu'un l'a inventé bien avant eux. Mais alors remontons dans les années 1915, dans les champs de coton de l'Arkansas. Cotton Plant, un nom qui dit tout. Un petit village perdu dans le sud profond des États-Unis, où le coton règne en maître et où la ségrégation est la loi. C'est là que naît Rosetta Nubin, le 20 mars 1915. Son père, Willis Atkins, est ouvrier agricole. Sa mère, Katy Bell Nubin, cueille le coton pour survivre. Mais Katy Bell est aussi chanteuse, joueuse de mandoline et surtout prédicatrice évangéliste pour l'Église de Dieu en Christ. Une église pentecôtiste noire qui encourage l'expression musicale avec une liberté rare pour l'époque. Dans cette église, la musique n'est pas sage et figée. Elle est vivante, rythmée, pleine d'émotions. Les corps bougent, les mains claquent, les tambourins résonnent. C'est dans ce bouillonnement sonore que la petite Rosetta grandit. À 4 ans à peine, elle tient déjà une guitare dans ses petites mains. Ses doigts pincent les cordes avec une assurance déconcertante. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, dans une église de Chicago, où sa mère l'a emmenée. Elle chante, elle joue, et les fidèles sont stupéfaits. Une enfant de 6 ans qui joue de la guitare avec cette maîtrise, c'est un miracle, un don de Dieu, murmure-t-il. Dans les années 1920, Katy Bell et Rosetta sillonnent le Sud sur ce qu'on appelle le Gospel Highway, un réseau de tournées évangéliques où les prédicateurs et musiciens voyagent d'église en église. Elles se produisent partout, sur des marchés, dans des tentes de fortune dressées au milieu de nulle part, et bien sûr, des églises. Rosetta observe tout, absorbe tout. Elle écoute le gospel, bien sûr, mais aussi le blues du Delta, le jazz de la Nouvelle-Orléans, qui commence à se répandre. Les rythmes syncopés qui font danser les gens malgré la dureté de leur vie. Et petit à petit, dans sa tête, tout se mélange. Les chansons sacrées et le rythme profane, la parole de Dieu et le swing du diable. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 20-30, une jeune fille noire qui joue de la guitare, c'est déjà une anomalie. Les guitaristes virtuoses sont censés être des hommes. Les femmes chantent. Au mieux, jouent du piano. Mais Rosetta, elle, fait ce qu'elle veut. Pour mesurer ce que Rosetta accomplit, il faut comprendre le monde dans lequel elle évolue. Nous sommes dans l'Amérique des lois de Jim Crow. Une Amérique où les Noirs ne peuvent pas boire à la même fontaine que les Blancs, ne peuvent pas s'asseoir dans le même bus, ne peuvent pas entrer par la même porte. Une Amérique où le Ku Klux Klan lynche encore en toute impunité. Et dans ce monde déjà brutal pour les Noirs, être une femme rajoute une couche d'impossible. Les femmes, elles chantent peut-être,
dans les chœurs, dans les églises, mais jouer d'un instrument, surtout de la guitare, cet instrument masculin par excellence, impensable. Et pourtant, Rosetta, elle joue. Pas en cachette, sur scène, devant des foules, avec un talent qui écrase tout le monde. En 1934, à 19 ans, elle épouse un pasteur de l'Église de Dieu en Christ, Thomas Tharpe. Elle prend son nom et devient Sister Rosetta Tharpe. Le mariage ne dure que quelques années, mais le nom, lui, reste pour toujours. Rosetta a 23 ans. Elle quitte son mari et déménage avec sa mère à New York, la ville qui ne dort jamais, le cœur battant de l'Amérique. New York, c'est Harlem. C'est le jazz, c'est le Cotton Club. C'est la renaissance de Harlem, qui bat encore son plein. C'est l'endroit où tout peut arriver. Et justement, tout va arriver. Le 31 octobre 1938, Rosetta signe un contrat avec Decca Records et enregistre 4 chansons. 4 chansons qui vont tout changer. La première s'appelle Rock Me, une version d'un hymne gospel écrit par Thomas Dorsey, le père du gospel, mais que Rosetta transforme complètement. Elle y ajoute des rythmes de blues, des inflexions de jazz, une guitare électrique qui crache et qui gronde. Les autres chansons suivent That's All, My Man and I et The Lonesome Road. Le succès est foudroyant. Du jour au lendemain, Rosetta devient une star. Mais voilà le scandale. Rosetta ne se contente pas de chanter dans les églises. Elle se produit au Cotton Club de Harlem, un club de jazz chic fréquenté par un public majoritairement blanc. Comprenez bien ce que ça signifie. Dans cette même ville, New York, des restaurants refusent encore de servir les Noirs. Des hôtels leur interdisent l'entrée, mais Rosetta, elle, monte sur scène au Cotton Club. Elle se produit devant des Blancs qui paient pour la voir. Elle porte des robes somptueuses, des fourrures, elle rayonne. Et elle fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Elle mélange le sacré et le profane. Elle prend la parole de Dieu et la fait swinguer dans un club de jazz. Elle monte sur scène au Savoy Ballroom, des endroits où le gospel n'a rien à faire, où les femmes qui ont grandi dans l'église de Dieu en Christ ne mettent jamais les pieds. Rosetta, elle, s'en fiche. Elle arrive sur scène, branche sa guitare électrique, cette nouveauté technique que presque personne n'utilise encore, et elle joue. Elle joue avec une distorsion, un son saturé que presque personne n'a jamais entendu avant. Elle ouvre la voie à ce qui deviendra le blues électrique, et plus tard, le rock'n'roll. Évidemment, la communauté gospel est outrée. Comment ose-t-elle mélanger le sacré et le profane ? Comment peut-elle chanter la parole de Dieu dans des clubs de nuit où les gens boivent et dansent ? Mais Rosetta a sa propre logique. Pourquoi la bonne parole ne devrait-elle être réservée qu'à ceux qui vont déjà à l'église ? Pourquoi ne pas l'apporter à ceux qui en ont peut-être besoin, dans les clubs, dans les salles de concert, partout ? Dans son esprit, c'est simple. Si Dieu est partout, alors sa musique peut l'être aussi. Pourquoi limiter le gospel aux fidèles qui viennent déjà à l'église ? Pourquoi ne pas toucher ceux qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans un lieu de culte ? C'est révolutionnaire, c'est scandaleux et surtout, ça marche. En 1943, elle quitte Lucky Millinder, le chef d'orchestre de swing avec qui elle a tourné pendant des années, et se lance en solo. En 1943, l'année suivante, elle enregistre avec Sammy Price une chanson qui va marquer l'histoire. Strange Things Happening Every Day. Nous sommes en 1944. La Seconde Guerre mondiale fait encore rage. Le monde est en train de changer et les États-Unis restent profondément ségrégés. Pourtant, dans les studios de Decca, quelque chose de nouveau est en train de naître. La chanson de Rosetta capture cette sensation d'époque où tout bouge, où tout semble un peu étrange, instable. Elle parle de ces choses étranges, inexplicables qui arrivent et surtout, elle swing, elle groove, elle fait bouger. Sa musique grimpe au numéro 2 des charts Race Records, le terme raciste utilisé à l'époque pour désigner la musique des Afro-Américains. Pour beaucoup d'historiennes et d'historiens de la musique, c'est l'un des tout premiers enregistrements de rock'n'roll. Certains vont même jusqu'à dire le premier. En 1944, Sister Rosetta Tharpe est en train de jouer du rock'n'roll 10 ans avant Elvis.
Rosetta assiste à un concert à Harlem, où elle entend une jeune chanteuse gospel, Mary Knight. La voix de Mary la captive immédiatement. 2 semaines plus tard, Rosetta se présente à la porte de la chanteuse et lui dit « Viens sur la route avec moi ». Et Mary accepte. Elles commencent à tourner ensemble, 2 femmes noires sans homme pour les accompagner. Rosetta joue de la guitare et du piano, Mary joue du piano et leur voix s'harmonise à la perfection. Elles enregistrent des tubes, Up Above My Head, Gospel Train et Beams of Heaven. Leur duo cartonne. Elles sont partout. Elles remplissent les salles, elles séduisent les foules. Mais leur relation n'est pas qu'artistique. Selon la biographie de Gail Wald, Rosetta et Mary sont aussi amantes. Imaginez un instant ce que représente leur relation. Nous sommes à la fin des années 40. Dans une Amérique où l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale, où être queer peut vous faire perdre votre travail, votre logement et votre famille, où on peut vous enfermer pour vous soigner de force. Mais Rosetta, elle vit toujours comme elle l'entend. Discrètement, certes, mais sans renier qui elle est. Elle porte aussi des pantalons avant que ce ne soit la norme pour les femmes. Elle jure comme un charretier. Elle fume, elle boit parfois. Elle défie toutes les conventions. Mais avec une telle grâce, un tel talent, que personne ne peut vraiment lui en vouloir. Mais à la fin des années 40, tout commence à s'effriter. Mahalia Jackson, une autre chanteuse gospel, devient de plus en plus populaire et commence à éclipser Rosetta. Mary, de son côté, veut se lancer en solo dans la musique pop. Et puis tragédie. Au cours de cette période, Mary perd ses enfants et sa mère dans un incendie de maison. Le choc est tel que le duo finit par se séparer en 1950. La popularité de Rosetta commence à décliner. Elle a besoin d'un coup d'éclat. Et en 51, elle va en faire un mémorable. 3 juillet 1951, Griffith Stadium, Washington DC. Un stade de baseball qui peut accueillir des dizaines de milliers de personnes. Les publicités dans les journaux noirs américains proclament le mariage le plus élaboré jamais mis en scène, le plus grand concert spirituel du monde. On vend des billets, entre 99 cents et 2,50 $. Les vendeurs ambulants proposent des souvenirs. Il y aura des feux d'artifice. Et surtout, il y a une mariée. Sister Rosetta Tharpe. Mais un problème, 1 an plus tôt, quand elle a signé ce contrat avec les promoteurs de concerts pour se marier dans un stade, elle n'avait pas de marié. Alors, elle en a trouvé un, Russell Morrison, qui deviendra son manager. On ne sait pas vraiment si elle le connaissait avant de décider de l'épouser ou pas. Mais peu importe, le spectacle doit continuer. Le jour du mariage, plus de 20 000 personnes se massent dans le stade, majoritairement des femmes noires, venues voir leur idole. L'organiste joue « Here Comes the Bride ». Les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur s'alignent. Un pasteur préside la cérémonie. Rosetta marche sur un tapis de satin, depuis les vestiaires jusqu'à un hôtel installé sur la 2e base. Sa robe a coûté 800 $, le prix d'une voiture à l'époque. Elle l'a achetée chez Talimers, le grand magasin le plus prestigieux de Richmond, en Virginie. Mais un détail crucial. Quelques années plus tôt, Rosetta avait été arrêtée dans ce même magasin pour shopping while black, faire du shopping en étant noire, alors qu'elle voulait payer un manteau de fourrure en liquide. Cette fois, en signe de considération pour sa célébrité et peut-être de honte pour l'incident précédent, le magasin envoie la robe dans sa propre voiture, accompagnée d'une couturière blanche pour l'habiller et boutonner les centaines de boutons. Et c'est extraordinaire. Une femme noire habillée par une femme blanche envoyée exprès d'un grand magasin, un renversement symbolique du monde tel qu'il est. Mais il y a plus à ça. À cette époque, les mariages interraciaux sont illégaux dans de nombreux États. Mais vous la connaissez maintenant. Elle organise un spectacle grandiose et public. C'est un pied de nez magistral au système. Un acte de résistance déguisé en show business. La cérémonie se déroule, ils s'échangent leurs vœux, puis, immédiatement après, le concert commence.
Rosetta chante, joue de la guitare, fait vibrer tous les spectateurs. C'est un triomphe. Et le plus incroyable, ce mariage, monté de toutes pièces comme un coup publicitaire, il va durer. Il reste marié jusqu'à sa mort. Les années 50 sont difficiles pour Rosetta aux États-Unis. Le rock'n'roll qu'elle a contribué à créer explose. Mais ce sont surtout des hommes qui en récoltent les lauriers. Et très souvent, des hommes blancs. Elvis Presley devient le king of rock'n'roll. Jerry Lee Lewis fait scandale avec son piano endiablé. Carl Perkins écrit Blue Suede Shoes. Et même parmi les pionniers noirs comme Chuck Berry, son nom à elle reste dans l'ombre. L'ironie est cruelle. Ces hommes font exactement ce qu'elle faisait déjà 15 ans plus tôt. Ils mélangent le gospel, le blues, le country, ils électrifient leur son, ils font danser les foules. La seule différence ? Eux, on les appelle des génies, des pionniers, des inventeurs. Elle, on commence à l'oublier. Pourtant, elle a influencé une génération entière. Ils reprennent tous les ingrédients qu'elle a mis au point. Et certains la citeront plus tard comme l'une de leurs grandes références. Mais comme aux États-Unis, on n'a plus l'air de vouloir d'elle, elle décide de traverser l'Atlantique. En Europe, au début des années 60, une nouvelle génération de jeunes musiciens blancs redécouvre le blues et le gospel américain. Ils sont affamés de ces racines, de cette authenticité, et ils adorent Rosetta. En 1964, elle participe au Blues and Gospel Train, une tournée européenne avec d'autres musiciens. La tournée s'arrête à Manchester, en Angleterre. Les producteurs de Granada TV ont une idée folle. Filmer un concert dans une gare désaffectée, habillée pour ressembler au sud profond américain. Ils installent le public d'un côté des voix, les musiciens de l'autre. Le jour du concert, le 7 mai, une tempête s'abat sur Manchester. La pluie tombe à torrents. Rosetta arrive en calèche, élégante malgré le déluge. Elle monte sur scène, regarde la pluie et décide de changer sa chanson d'ouverture. Elle va chanter « Didn't It Rain », une chanson gospel sur le déluge de Noé. L'ironie est parfaite. Elle attaque les premières notes, sa guitare rugit sous la pluie, sa voix s'élève, puissante, joyeuse, inébranlable. Elle sourit, elle rit presque, comme si elle se moquait de la météo, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Ce concert deviendra légendaire et deviendra une source d'inspiration pour beaucoup de musiciens comme Eric Clapton et Jeff Beck. C'est vers 1968 que Rosetta, alors qu'elle continue de se produire et de voyager, apprend le décès de sa mère, Kathy Ben Nubin, la femme qui l'a mise sur scène à 6 ans, qui l'a accompagnée sur le Gospel Highway, qui a toujours cru en elle. La nouvelle l'anéantit. Rosetta tombe dans une dépression profonde. Elle continue à tourner, mais son cœur n'y est plus vraiment. En 70, un autre malheur tombe. On lui diagnostique un diabète avancé, qu'elle n'a pas traité à temps. Sa santé se dégrade si rapidement qu'il faut l'amputer d'une jambe. Pour la plupart des musiciens, ce serait la fin. Mais toujours pas pour Rosetta. Elle refuse d'abandonner. Elle refuse de laisser son corps la définir. Alors, elle continue. Elle monte sur scène, assise, sa guitare dans les mains, et elle joue. Elle joue avec la même puissance, la même joie, le même feu qu'avant. Assise ou debout, peu importe. Elle est Sister Rosetta Tharpe, et personne ne peut lui enlever sa musique. Elle continue ainsi jusqu'en 1973. Le 9 octobre, à Philadelphie, Sister Rosetta Tharpe meurt d'un AVC. Elle a 58 ans. Sa nécrologie, dans le New York Times, la décrit comme une grande chanteuse de gospel. La guitare, à peine mentionnée. On l'enterre au cimetière de Northwood, à Philadelphie. Mais il n'y a pas de pierre tombale, pas de monument. Juste une parcelle de terre nue. Pendant 35 ans, rien ne marque sa tombe. Memphis, 1987. Le jeune guitariste du diner sort dans la rue. Son café froid oublié sur le comptoir. Il a le nom
griffonnée sur une serviette dans sa poche. Sister Rosetta Tharpe. Ce soir-là, il va chercher, fouiller les bacs de disquaires, écouter tout ce qu'il peut trouver d'elle. Et il n'est pas le seul. Aujourd'hui encore, à travers le monde, des musiciens redécouvrent cette femme. Des historiennes fouillent les archives, des biographes écrivent des livres. En 1998, son visage apparaît sur un timbre américain. En 2004, son enregistrement Down by the Riverside est inscrit au National Recording Registry de la Library of Congress, qui recense les enregistrements jugés les plus importants de l'histoire du son aux États-Unis. En 2007, elle entre au Blues Hall of Fame. Un an plus tard, la Pennsylvanie déclare le 11 janvier jour de Sister Rosetta Tharpe. On organise aussi un concert pour financer l'achat de sa pierre tombale. En 2018, soit 45 ans après sa mort, elle est enfin intronisée au Rock and Roll Hall of Fame dans la catégorie Early Influence. Aujourd'hui, on l'appelle la marraine du rock and roll. Mais pas la ventrice, la marraine. Alors, on vous dira que personne n'a vraiment inventé le rock and roll, que c'est un mouvement collectif. Il a fallu attendre que plusieurs artistes s'y mettent pour que ça devienne un phénomène de masse, pour que le genre existe officiellement. Sauf que si vous posez la question autrement, qui a inventé le rock and roll ? La plupart des gens vous répondront Elvis Presley, peut-être Chuck Berry ou Bill Haley ou Jerry Lee Lewis. Et dès qu'on ouvre un magazine, un livre d'histoire, une exposition, il y a toujours un visage qui incarne le genre. Et ce visage, c'est toujours celui d'un homme, et souvent blanc. Sister Rosetta faisait du rock'n'roll en 1944. Elle avait la guitare électrique saturée, elle avait le rythme, elle avait l'énergie, elle avait tout inventé. Et on peut se demander si elle ne pouvait pas être celle qui a inventé le rock, parce qu'elle était noire, parce qu'elle était une femme, et peut-être queer. Parce que le rock'n'roll, en tant que mouvement culturel, s'est construit autour de jeunes blancs dans les années 50. Alors, on lui donne un titre de consolation, marraine. Alors je vous propose de changer ça ensemble. Pas en effaçant les autres, ni en simplifiant l'histoire, mais en la racontant complètement. Faisons en sorte que demain, le nom de Sister Rosetta Tharpe soit le premier qui vient à l'esprit quand on parle des origines du rock'n'roll. Pas comme un geste symbolique, mais parce que c'est la vérité. Et n'hésitez pas à aller écouter ces chansons de Noël pour les fêtes. PS, j'ai pas pu utiliser ces musiques pour l'épisode, pour des raisons évidentes de droit. Donc n'hésitez pas à aller tout écouter. Hello, merci de m'avoir écouté. J'ai quelques petits trucs à vous partager après ma recommandation, alors restez jusqu'à la fin. Du coup, comme d'habitude, je profite de chaque épisode pour vous recommander une créatrice de contenu française dont j'adore le travail et qui mérite toujours plus de reconnaissance. Et pour cet épisode, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, comme Rosetta, vous faites aussi partie de ces gens qui adorent créer de leurs mains ? Si oui, croyez-moi, vous allez adorer tout ce que Chloé, du Clo-Clo Club, peut vous présenter. J'adore ce qu'elle fait parce que je pense qu'on est très nombreuses et nombreux à vouloir toucher à tout, vouloir créer de ces petites mains et accepter de ne pas être parfaite. Et justement, le Clo-Clo Club, c'est un super podcast et un super compte Instagram où on parle de créativité au sens large. Elle a des épisodes où elle interviewe des créatrices, ça peut être des illustratrices, chanteuses, photographes, DJ, bref, plein d'autres meufs badass et inspirantes, et promis, ces interviews sont vraiment fun et du coup inspirantes à écouter. Et il y a d'autres épisodes qui sont solo, où elle partage son point de vue sur toutes ces questions qu'on se pose quand on crée. Le syndrome de l'imposteur, la peur de se lancer, l'envie de tout faire à la fois, et c'est doux, c'est rassurant et ça fait du bien. Et petit point bonus, Chloé est illustratrice, donc son Instagram est magnifique visuellement, un vrai plaisir pour les yeux. Personnellement, elle est devenue une grande source d'inspiration, et j'espère que son contenu continuera de m'accompagner longtemps. Donc voilà, foncez découvrir le Clo-Clo Club. Comme d'hab, je vous mets tous ces liens en description. Et je sais pas comment commencer ce segment, donc excusez-moi. D'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux ici et sur Instagram, et c'est juste fou.
J'ai lancé le projet en mars et on est déjà plus de 50 000 sur Instagram. C'est énorme. Et j'aimerais aussi vous remercier pour votre patience. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas sorti d'épisode et j'en suis désolée. J'avoue qu'être solo sur ce projet, c'est pas toujours évident. Ça demande pas mal de taf et j'en prends énormément plaisir. Depuis cet été, j'avoue que par contre, je galère un peu avec ma santé mentale. Du coup, il y a des moments où je suis un peu obligée de ralentir pour pas trop me cramer. Et comme j'aime bien faire les choses quelque peu qualitatives, ça veut dire que j'arrive pas encore à poster des choses que je trouve pas assez abouties. Il faudrait peut-être que j'apprenne à lâcher prise là-dessus. Mais voilà, je préfère être totalement transparente avec vous sur ça. En tout cas, mon envie de faire ce projet est toujours là. J'ai toujours envie de me battre pour le faire vivre. Donc ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Et pour continuer d'être honnête avec vous, je ne suis pas sûre du coup qu'à l'avenir, il y aura constamment un épisode par mois, comme je faisais. Je continuerai d'en sortir le plus souvent possible. Et pour l'instant, il me semble essentiel de d'abord guérir. Merci pour votre patience. Et il y a un autre petit sujet que j'aimerais évoquer, c'est le sujet Tipeee. Vous avez été plusieurs à venir me soutenir sur la plateforme et je vous en remercie de tout cœur. C'est vraiment fou. Mais j'ai décidé de migrer sur la plateforme Patreon. J'ai eu quelques soucis avec Tipeee et du coup, d'après les témoignages d'autres personnes qui sont passées par là, il y en a plusieurs qui m'ont recommandé celle-ci. Donc voilà, maintenant je vais tout poster sur Patreon et j'espère pouvoir compter sur votre soutien encore là-bas. C'est grâce à vos dons que ce projet pourra continuer longtemps pour l'instant. Je vous mets tous les liens dans la description et encore merci du fond du cœur d'être là dans cette aventure, ça me touche trop. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de votre santé mentale et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles choses. C'était Camille.